Bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans la Matrice. Dans cette nouvelle émission, on va parler de tous les sujets de société qui nous les brisent au quotidien. On va explorer les mondes du travail, de la culture, du sport, de la politique, de la religion et de tout ce qu'on aura envie d'atomiser, mais aussi et surtout de rendre hommage. On va donc essayer de sortir de la matrice et de se libérer, dans un ton qui se veut humoristique et satirique, de toutes les inepties qu'on nous raconte tous les jours. Mettez vos écouteurs, serrez vos casques, ouvrez grand vos oreilles et respirez un bon coup. Aujourd'hui, on prend la pilule rouge. Comme vous l'a laissé deviner le titre de ce premier épisode, nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, fera plaisir à tous les responsables, les managers et les patrons d'entreprise issus du métier de bouche, le recrutement. Ou devrais-je dire, la purge qu'est le fait de rechercher la force de travail d'une personne en échange d'une contrepartie financière. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation s'impose. Votre serviteur, qui s'est humblement surnommé Oracle, donc, a une quinzaine d'années d'expérience dans les métiers de bouche, dont 6 ans à la tête de 2 établissements de restauration et 6 ans dans la direction de boulangerie artisanale. Je suis pratiquant de course à pied et de trail format long et de bodybuilding. Oui, je sais, ces 2 sports ne vont pas du tout ensemble, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et je suis aussi un grand amateur de littérature dans son sens le plus global du terme. Et bien évidemment, le jeu vidéo étant issu de la génération 90, on est à peu près tous pareils. Et enfin, vous l'aurez deviné, j'aime boire, fumer et manger. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur moi. C'était pour vous donner un petit peu de contexte et sans plus attendre, on va pouvoir s'attaquer au cœur de la discussion qui est l'embauche dans les métiers de bouche. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, non, les métiers de bouche ne sont pas complètement en peine pour recruter. Cela va dépendre bien évidemment du secteur d'activité, de la branche et plus précisément du poste. Si je prends l'exemple des boulangeries, artisanales ou non, une offre pour un poste en vente va, par exemple, être extrêmement plébiscitée. La dernière fois que j'ai ouvert un recrutement pour un 35 heures en vente, j'avais à peu près une centaine de candidatures en l'espace de 3 jours, sachant que l'on parle d'une ville de taille moyenne, desservie par des transports en commun et bouchée au niveau de la concurrence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente de se fader sans ouverture de CV. Par contre, à l'inverse, une offre pour un poste de boulanger est, comment dirais-je, fantomatique. Tant les candidats se font rares et les seuls qui apparaissent dans votre boîte mail sont soit des mecs qui habitent dans une autre ville, soit des Maliens ou des Guinéens, soit des mecs qui demandent des sommes exorbitantes en termes de salaire. Mais ça, on va y revenir plus tard. Pareil, si je prends la restauration, les postes de productifs pour des établissements prestigieux sont logiquement beaucoup plus prisés que pour une brasserie. Bien évidemment, les horaires de travail, les conditions salariales et l'atmosphère globale de l'entreprise sont des paramètres qui jouent dans les candidatures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est aujourd'hui plus facile d'avoir des candidatures quand tu es un fast-food ou un gastro que si tu as un restaurant familial. Mais c'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Le cœur du sujet est tout autre, puisque ce qui va nous intéresser n'est non pas le cadre offert aux postulants, mais plutôt le traitement de ces postulants par l'entreprise. Pour que vous compreniez là où je veux en venir, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire du boulanger qui voulait recruter une vendeuse. Patron? Ouais. Ça, c'est le boulac qui est en train de diviser 100 baguettes à la demi-heure. Il a de la farine plein le tablier et le nez, et je parle pas de l'autre farine évidemment. Il a une goutte de sueur qui lui perle sur le front et il est en mode Robocop 3000. Élisa a démissionné. Elle a posé sa lettre sur le bureau hier soir en partant. Attends, mais je l'ai vue toute la journée hier, elle m'en a pas parlé? Elle a donné une raison? Non, aucune. Mais on est d'accord qu'on l'a traitée bien cette petite? Bah oui, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Maintenant ils vont, ils viennent, bah du coup il nous faut une autre vendeuse au plus vite. Bon, je vais voir si je peux pas la convaincre de rester. Ah non, mais elle est déjà partie, chef. Heu, attends. Tu en train de me dire qu'elle a même pas fait son préavis de 2 semaines et qu'elle nous laisse dans la merde comme ça là? Putain la connasse! Bref, notre ami boulanger a publié une offre d'emploi pour un poste en 35 heures, en prenant bien soin d'afficher la rémunération. Rémunération au-dessus du SMIC, puisque soumise à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Il a même mis un peu plus, parce qu'il veut être sûr de bien payer ses salariés pour qu'ils restent. Il a précisé aussi les autres avantages, tels que les tickets restaurants, la mutuelle, la prime d'intéressement.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le 13e mois, à partir d'1 an d'ancienneté, les horaires de travail, les amplitudes, le lieu et bien évidemment une description du concept de la boulangerie, ainsi de ce qui était, attendu de la personne. C'est-à-dire, eh bien, ma foi, de vendre des produits faits maison et avec amour, tout en assurant processus d'encaissement, d'ouverture, de fermeture et bien évidemment d'hygiène. Tout est là. Après avoir relu 10 fois son annonce, il la publie sur le diptyque sacré Pôle emploi Indeed et il retourne à ses activités. C'est-à-dire porter des sacs de 25 kilos de farine et des mottes de 20 kilos de beurre pour en faire du pain et des croissants. Le lendemain après-midi, après sa journée de travail, notre ami boulanger, après avoir payé ses factures, répondu à 3 appels de publicité pour l'énergie, refusé 2 demandes de rendez-vous pour des emballages de sacs à baguettes, et s'est pris la tête avec la mairie parce que sa terrasse dépassait de 5 centimètres sur l'accotement, ouvre sa boîte mail et là, miracle, il a déjà 30 CV sous les yeux. Et ça continue encore à tomber. Il a à peine changé de fenêtre pour regarder ses statistiques de vente qu'un autre CV est apparu. Ça continue d'autant plus que c'est l'après-midi et que les chômeurs se sont enfin réveillés et dans un sursaut de conscience, se sont dit: «Oh, mais il faut que je postule, il faut que je trouve un emploi, il faut que j'arrête d'être un branle-cul». Mais ces chômeurs ne le savent pas, ils sont aussi en concurrence avec énormément de monde. Dans certains secteurs, non seulement ça recrute, mais les gens veulent bosser. Mais attendez, on nous aurait menti. Il y aurait dans certains métiers et des postulants et des employeurs. Bah oui, vous le savez bien, le discours de petit filou du patronat est le traditionnel. De toute façon, il y a personne qui veut bosser et encore moins les jeunes. Ça, c'est un mensonge, les copains. Les gens veulent travailler. Et encore plus aujourd'hui depuis que l'IA est en train de pulvériser des postes. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'on abordera dans un épisode. Pour l'heure, on reste avec notre boulanger qui est tout heureux car il a le sentiment qu'il va avoir le choix. Il va pouvoir choisir un élément tonitruant pour son équipe de vente. Un élément qui va apporter du dynamisme, qui va faire de la vente additionnelle, qui va créer du lien avec les clients, qui va proposer des vitrines qui donneront aux gens envie de vider leur portefeuille pour tout acheter. Une personne qui va aimer son métier, qui va aimer ce commerce de proximité, qui va aimer vendre un produit vivant tel que le pain artisan. Il en est sûr, il tient sa perle rare. Elle est là, toute proche, et qui sait même, il la fera peut-être même évoluer. Il se projette, c'est une future responsable que je vais avoir même. Elle va me rapporter de l'argent, me faire honneur, je la récompenserai, je lui donnerai ma confiance. Je pourrai mener d'autres projets pour ouvrir d'autres commerces et employer d'autres personnes. Ça va être merveilleux, et hop, 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 hop. Calme-toi. Calme-toi, Gérard, calme-toi. Tu te trompes, mon GG. Tu t'enflammes. Regarde. Ouvre donc ces fameux CV. Clique sur la ligne de ta boîte mail nommée nouvelle candidature. Premier CV. Attendez, il faut que je trouve un prénom que j'ai pas déjà eu. Léa, j'en ai eu. Camille, j'en ai eu. Sophie aussi. Allez, on va l'appeler Emma. J'en ai déjà eu, mais c'est le prénom le plus donné en France depuis 10 ans, donc on va pas faire la fine bouche. Je déplace mes lunettes de vue sur l'arête de mon nez pour lire plus près comme les yeux. Emma, étudiante en marketing, cherche un poste à temps partiel. Poubelle. Bah oui, les amis, on a dit qu'on voulait un 35 heures, putain. Visiblement, Emma ne sait pas lire, malgré ses diplômes. Suivant. Deuxième CV. Brandon. CAP paysagiste. Poste précédemment occupé, manutentionnaire à Amazon. Stage chez Stéphane Paysage de 1 mois. Photo pixelisée prise dans sa chambre à contre-jour. Les cheveux blonds masquent ses yeux. La moitié du CV est vide. Poubelle. Rappelez-vous qu'on cherche des personnes qui doivent vendre, donc qui doivent se vendre. En plus, bon, Brandon, il est gentil, mais pas sûr que, vu les métiers qu'il a fait avant, il soit bien adapté à du contact client. Troisième CV, Esma. Je porte le hijab. Poubelle. Mais dis donc, GG, tu serais pas un peu raciste là par hasard? Mais non, malheureux, ne t'enflamme pas. C'est juste que dans ma boulangerie, une tenue de travail est fournie, dont une casquette, un polo et un tablier. Cela n'est donc pas compatible avec un voile qui fera transpirer la pauvre Esma si celle-ci porte la casquette. C'est du vécu, ça, les copains.
On m'a déjà refusé de porter la casquette à cause du hijab, qui, vous le comprenez, c'est un particulièrement chaud, surtout en pleine canicule en été. On enchaîne. Allez. 4e CV, Charlotte, mère de un petit garçon. Expérience en boulangerie, 3 ans en tant que vendeuse. Recherche un 35 heures, disponible immédiatement. Impression. Le premier CV est entre nos mains. Est-ce que c'est exactement ce que l'on voulait? Bah non, parce qu'on sait que Charlotte doit poser son gamin à la nounou ou à la crèche et que, rappelez-vous, nous sommes une boulangerie, donc on attaque à 6 heures. Et 6 heures, ouverture au client, hein. C'est-à-dire qu'on attend notre première hôtesse de vente à 5h30. Mais c'est pas grave, on s'adaptera à Charlotte car, d'une, on ne va pas discriminer une personne qui a contribué au réarmement démographique de notre illustre président, for sure, et que, sait-on jamais, Charlotte est tout à fait capable de s'adapter aux contraintes de la boulangerie. Si on lui donne, je sais pas moi, tous ses week-ends et ses soirées. Oui, c'est beaucoup, hein, pour un poste de vendeuse en boulangerie, mais pourquoi pas? Par exemple, 5e CV, Véronique, 60 ans, un parcours long comme le bras. Véro, elle a déjà tout fait. Restauration, prêt-à-porter, barmaid, assistante maternelle, bref, Véro, tu sens qu'elle approche de la retraite et qu'elle a besoin de thunes. Alors, poubelle ou impression? Impression, évidemment. J'ai vu des mamies mettre à l'amende des jeunes de 20 ans plus d'une fois. Elles sont coriaces à diriger, mais quand elles ont quand elles sont en forme, putain mon pauvre, ça envoie du lourd. Tu sens qu'il y a du bagou, qu'il y a du sens commercial. Bon, on va s'arrêter là. On a 2 CV imprimés sur 5. Si je le rapporte aux 90 que j'ai dans ma boîte mail, on est sur une trentaine de CV potentiels. Franchement, grand luxe. Je connais beaucoup de patrons d'entreprise qui seraient ravis d'avoir autant de cartes en main. Vient donc la deuxième étape de notre processus de recrutement, les appels téléphoniques. Pour rappel, on est le lendemain de la publication de l'annonce. Il est à peu près 15h30. Premier appel. Ça sonne. 5 fois. Messagerie vocale. Alors, je suis toujours bon joueur, je rappelle systématiquement une deuxième fois. Ça peut arriver que tu sois loin de ton téléphone, que tu sois, je sais pas moi, en train de faire une séance de gainage pour pas te taper un énorme bide à bière, ou tout simplement que tu sois en train de poser une pêche puante de chômeur qui a bouffé des pitchs à la fraise avec un chocolat chaud. On retente une deuxième fois. Messagerie vocale. Bon, bah pas de chance. On est prévenant, on se dit qu'on pourra se faire rappeler, donc on laisse le soin au candidat de nous rappeler. Bien évidemment, on se présente. On laisse un beau message vocal demandant à ce que l'on soit contacté pour discuter et éventuellement, convenir d'un rendez-vous. Deuxième appel, messagerie vocale directement. Bon, cette fois, il n'y a pas de second essai puisque on va entendre la meuf de Orange nous dire que le correspondant n'est pas disponible. Donc, rebolote, on enchaîne sur le discours commerçant du recruteur qui a vraiment besoin d'une vendeuse pour hier. Bah oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est d'un remplacement dont on parle, hein. Vous vous êtes fait planter par votre ancien employé que vous veniez juste de recruter. Il n'est tout simplement plus venu au travail. Mais il ne manquera pas de vous rappeler que vous lui devez 250 € pour les 3 jours de formation qu'il a eus et pendant lesquels il ne vous a pas rapporté d'argent. Au contraire, puisque vous avez votre première vendeuse qui s'est occupée de le former, donc il y avait doublon de poste, donc double masse salariale. Bon, je m'égare déjà. Dans tous les cas, vous pensiez aujourd'hui que vous alliez remplacer celle qui avait démissionné, mais en fait, vous êtes sur 2 combats en même temps. Celle-là, plus l'autre enclume qui vous a planté. Troisième appel, ça décroche. C'est Véronique qui décroche, et plutôt direct. C'est comme si elle attendait que ça. Tu, heu, tu l'imagines chez elle devant sa tasse de thé en train de faire les mots fléchis du Dauphiné libéré, le portable devant elle en mode sonnerie au maximum avec France Interne qui tourne derrière, sur un poste, radio bien évidemment, des années 80 et la fumée de la Philip Morris qui s'élève du standard. Véro, elle est trop contente. Elle est chaude pour venir faire un entretien tout de suite, là, maintenant. Elle est libre, elle a envie de bosser, ça lui manque. Ça lui manque, te dit-elle de sa voix rocailleuse pleine de clopes. Le rendez-vous est pris pour demain matin. Quatrième appel, Yasmine. Superbe échange. Elle habite pas loin, elle vient de finir son année d'études, elle est dispo tout de suite car elle a besoin de thunes hein, pour son permis de conduire. Par contre, elle partira court en septembre quand elle reprendra sa deuxième année de licence en marketing. Elle s'exprime super bien, elle sent déjà bon par téléphone,
Elle empeste même le parfum Sephora et au moment où tu enlèves le combiné de ton oreille, t'as l'impression d'avoir du fond de teint de petite beurette sur la joue. 5e appel. Dylan. Allô? Ah ouais? Non, non, je cherche toujours du travail. Ouais? Bah, on peut se voir la semaine prochaine? Non, pas mardi. Ouais, jeudi, parce que mercredi, j'ai foot. Non, pas à 9h, hein, plutôt l'après-midi. Bon, Dylan, laisse tomber, je crois que t'as pas envie de bosser. 6e appel. Le numéro n'est pas attribué. Ah merde. Peut-être une mauvaise manip de ma part. On recompose le numéro. Bah non, toujours pareil. Pas d'adresse mail dans le CV. Bon bah, poubelle. Désolé mon petit Jérémy, il va falloir revoir ta copie. 7e appel, messagerie. 8e appel, pas dispo avant un mois. Bon, on va s'arrêter là. Mais vous aurez compris qu'on est à nouveau à un prorata très peu élevé, environ 2 sur 8. Donc 7-8 candidats en entretien sur les 30 CV. Allez, on est sympa, on va dire qu'on en a 8. Nous pouvons donc passer à la 3e étape de notre processus de recrutement, les entretiens d'embauche. Vous l'aurez compris, la plus matinale, c'est Véro. Elle vous a dit qu'elle pouvait venir quand vous le vouliez, et vous lui avez calé l'entretien de 8 heures une fois que la moitié de la production a été envoyée. Bah oui, vous êtes pas un enculé, vous cuisez du pain toute la journée, vous. Parce que le bout de bois de 18 heures, on le connaît tous. Hein. Véro, elle attend sur la terrasse, lunettes de soleil et clope au bec. Elle veut pas de café, parce qu'en fait, elle en a déjà commandé 2 vu qu'elle attend depuis 7h30. Vous n'avez même pas commencé l'entretien qu'elle vous a déjà dit que votre boulangerie était magnifique, que les collègues avaient l'air sympas, qu'elle était déjà cliente chez vous et qu'elle était heureuse qu'on fasse encore du bon pain de qualité qui lui rappelle son enfance. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est Véro qui fait l'entretien, pas vous. Vous êtes plus jeune qu'elle, donc vous n'avez même pas le droit de lui poser des questions. Vous êtes en train d'échanger avec elle. Pas de la juger, car Véro, on la juge pas à 60 berges, alors qu'elle est déjà mamie depuis 15 ans. Bref, Véro, elle vous fait flipper un petit peu, mais vous vous rappelez tous les CV que vous avez vus, tous les appels que vous avez passés, et vous vous dites que non, on peut décemment pas laisser passer un profil comme ça. Et elle le sait, Véro, car elle a déjà sorti ses papiers d'identité, sa carte vitale et son RIB, pour que vous le preniez tout en photo et que vous lui fassiez son contrat de travail. Au plus vite. Vient le tour du 2e candidat de la journée à qui vous aviez donné rendez-vous à 8h30. Vous regardez par la porte d'entrée s'il arrive. Oui, parce que vous faites les entretiens en salle, hein. C'est plus rigolo pour présenter la boulangerie. Et c'est quand même mieux que dans votre petit bureau tout crasseux où il n'y a pas la clim parce que vous étiez trop pauvre pour vous en payer une lors des travaux. 8h35, toujours pas de Romain. Un petit coup d'œil au portable, pas de message pour prévenir d'un éventuel retard. 8h40, 2 maghrébines rentrent avec leurs poussettes, prêtes à dégommer votre vitrine. Et oui, les loulous. Les meilleurs clients des boulangeries sont les Arabes. Le sucre et les boissons chaudes, c'est dans leur culture. S'ils le pouvaient, ils se mettraient des chaussons aux pommes par intraveineuse tellement ils aiment ça. D'ailleurs, on le voit pendant le ramadan. Hein. Le chiffre du matin et du goûter est en chute libre. Et c'est bien normal, car en tout cas pour ceux qui pratiquent leur religion avec décence, l'islam n'autorise pas l'alcool. Donc, il y a nul intérêt à aller dans les bars ou à faire des after-work pour les musulmans. Par contre, les boulangeries et autres coffee shops, là, ça y va. Hein. On a tous nos drogues. Toi, tu vas t'enfiler des rosées piscines de fiottes à 10h30 dès qu'il y a un brin de soleil. Eux viennent prendre un flan vanille et un latte macchiato. Bon, dans les 2 cas, personne n'a une masse musculaire et une VO2 max décente. Bref, tu observes ce petit monde s'installer, tu consultes ta montre et tu dis que tu as été bon. Tu savais par expérience que tu allais te faire planter, donc tu as prévu le coup. Et oui, t'en es pas à ta première déconvenue. Bientôt, tu planifieras des entretiens à la même heure, mais tu as encore un peu de respect pour ceux qui recherchent vraiment du travail, donc tu t'abstiens. T'évites de faire, de prévoir 2 rendez-vous à 8h30 en même temps. À 8h45 arrive donc Yasmine, qui par un 6e sens inouï se dirige immédiatement vers toi et te dit bonjour avec un grand sourire. Elle t'envoie une bouffée de Flower by Kenzo dans la tronche et t'as déjà à peine commencé l'entretien que t'as le nez qui coule et l'énergie. En fait, Yasmine, ça aurait pu être la petite sœur des 2 mamans marocaines en poussette qui sont rentrées juste avant. Elle est déjà cliente chez toi et elle habite dans le quartier. Elle est super motivée et prête à attaquer tout de suite. Tu lui poses 2-3 questions sur ses études, sur ses stages,
sur ses hobbies pour faire bon genre et t'es conquis. Est-ce qu'elle ne sera pas parfaite pour le rôle, cette petite? En plus, tu sens qu'elle te fera pas trop chier et qu'elle sera à l'heure. Faudra juste prévenir ton boulanger raciste de bien se tenir, mais bon, vu que c'est un dalleux célibataire de 50 piges, il mettra peut-être ses a priori de côté. Et oui, là, on parle du recrutement, mais l'alchimie entre les salariés, surtout quand on a une quinzaine, c'est un combat de tous les instants. Bon, en tout cas, Yasmine, c'est signé, tu as déjà photographié ses papiers, et elle attaque dans 2 jours à 14 heures avec ta première vendeuse. Allez, ça c'est dans la boîte. On s'arrête donc là. Le recrutement est plié, non? Bah non, tête de bite. Tu sais très bien que tu vas avoir la crotte au cul jusqu'au bout, parce que tu l'as tous les jours. Tous les matins, tu te lèves en te demandant si tu t'es pas fait planter. Et ça, c'était mon quotidien avant, hein. 1re chose à faire, au réveil, c'était d'ouvrir WhatsApp pour voir qui nous avait plantés. Donc tu sais que tu dois recruter encore. Parce que Yasmine, aussi mignonne et impliquée va-t-elle être, elle pourrait tout simplement ne pas venir premier jour. Ça t'est arrivé 10 fois déjà. Et même si elle vient, tu sais pas encore si elle fera vraiment l'affaire. Si elle va pas t'expliquer que je sais pas moi, que c'est trop de pression pour elle. Donc tu continues les entretiens. Tu accueilles Pierrick, qui est arrivé à l'heure. Incroyable. Pierrick, putain. Tu t'es fait avoir par le CV et la bonhomie du mec au téléphone. Il a 34 ans, il a une tête de tourneur-fraiseur et il pue le shit à 300 mètres. Il est rentré avec un gilet en coton gris et des cheveux en épée sur la tête. Il a déjà une calvitie, le coup. Lui, il te fait pas rêver, hein. Alors, tu sais qu'il fera pas rêver les clients. Tu poses des questions pour pas faire de la discrimination à l'embauche, mais tu sais que t'as pas envie. Et lui aussi, il le sait. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il t'a demandé un coup de tampon sur son CV. Bah oui, il pourra le montrer à France Travail comme ça. Mais qu'est-ce que t'as été foutu de prendre un mec de 34 ans en entretien? Tu le sais pourtant qu'un type qui a cet âge-là et qui veut être vendeur peut pas être net. C'est pas assez payé et tu peux trouver mieux si tu vas dans la restauration. Et même si tu l'avais pris, il aurait tenu quoi? 3 jours dans l'entreprise? À la première altercation, il se serait mis à trembler et à commencer à ressentir les effets du manque de gens qui s'étaient enfilés il y a 4 heures juste avant de prendre son poste. Chef, je me sens pas bien, faut que je prenne l'air. Mange cague, va. Bon, petite pause. Il faut qu'on se remette un peu de nos émotions. On a fait passer 5 entretiens. On a eu Véro, la mamie dynamique et tarée que tu vas prendre parce que t'as foi en l'humanité. On a eu un plantage. On a eu de l'espoir avec Yasmine que tu veux embaucher. Et enfin, on a eu un chiteux. Il nous reste maintenant une avant-dernière candidate, Charlotte, qui, vous l'aurez deviné, vient tout juste de débarquer avec sa poussette dans la boulangerie. Et là, faut que tu prennes sur toi pour pas être un énorme bâtard. Souviens-toi, t'es en France, tu n'as pas le droit de demander s'il va y avoir une deuxième grossesse. Parce que c'est pas tant son premier môme qui te fait peur, c'est le deuxième. Ça, c'est la hantise des chefs d'entreprise. Recruter une nana qui va vous poser un congé de maternité dans moins d'un an. Ça fait mal. Pas au cœur, parce qu'on est toujours heureux d'une natalité. Mais pour tes finances, ça fait mal. En France, quand une femme est en congé maternité, elle continue à cumuler des congés payés. Oui, oui, vous rêvez pas. Ceux qui ne sont pas encore parents, s'il y a des femmes qui m'écoutent, c'est pas une blague. Une maman salariée qui cumule, une maman salariée cumule des congés payés pendant son congé maternité. C'est Inception, en fait. Donc quand elle revient de sa grossesse, vous la payez pour qu'elle soit en vacances. Alors dans une perspective humaniste et globale, c'est une bonne chose. Ça encourage les femmes à faire des enfants, ça participe activement à la cellule familiale de la salariée et ça lui permet de pouvoir profiter de son enfant et du papa, s'il est toujours là, d'avoir des jours ensemble plus tard dans l'année ou pour ceux qui le veulent tout de suite après la fin du congé maternité pour continuer de l'allaitement le plus longtemps possible. Même s'il y a de moins en moins de mères qui allaitent, mais c'est encore un autre sujet. Alors j'ai toujours eu du mal avec ça, j'ai jamais compris pourquoi c'est au patron de financer des congés payés et pas à l'État qui nous incite à avoir des enfants, qui nous incite à réarmer démographiquement l'Europe, qui voit l'épée de Damoclès arriver, hein. On préfère donner de l'argent à des branle-culs ou à l'audiovisuel public pour qu'ils prennent des suites à Cannes pendant le festival, par exemple. Que les femmes puissent avoir des rentrées d'argent, du repos en plus, du temps en plus pour elles et pour leur progéniture, c'est normal. Que l'on paye des congés alors qu'il n'y a pas eu de production de la part du salarié, ça me dépasse. Et toutes les femmes que j'ai croisées, que ce soit des simples salariés ou des RH, étaient d'accord quand je leur posais la question. Elles aussi trouvaient ça abusé. Bah, elles étaient contentes, hein, faut pas déconner.
Mais même les plus gauchisées d'entre elles partant du principe que les femmes sont en grande majorité tournées vers la gauche, trouvaient ça abusé. Mais à l'inverse, une patronne d'entreprise qui va avoir un enfant peut aller se faire voir. Elle aura rien. Elle n'aura quasiment aucune aide. C'est pour ça que tu vois des femmes qui ont leur boîte se tuer jusqu'au 8e mois. Tu ne peux pas avoir créé de la valeur ajoutée pour le pays et vouloir faire un gamin en même temps. C'est pas antiféministe, ça? Vous êtes là, monsieur? Ça, c'est Charlotte, qui t'a cramé en train de faire un monologue dans ta tête. Oui, oui, Charlotte, je suis bien là. Et j'ai bien vu étudier ton parcours et j'ai 2-3 questions à te poser. En fait, son parcours, tu t'en fous parce que, bah, tu l'as lu son CV. Si tu pas un teubé, tu vas pas t'attarder sur ça. L'entretien, c'est pas ça. Au pire, tu as 2-3 questions pour éclaircir des zones d'ombre, savoir quelles étaient ses responsabilités avant et pourquoi il y a un trou de 7 mois dans le CV. Mais tu pas bête. Tu sais ce qu'il s'est passé entre son ancien job et toi. Elle a eu son enfant, elle est partie en congé, elle est revenue, tout le monde lui a chié dessus. Elle était pas là, les choses ont changé dans l'entreprise et par contre, ce qui ne peut pas changer pour elle, ce sont ses anciens horaires de travail. On n'a pas voulu s'adapter au fait qu'elle avait un moutard à faire téter et à poser à la crèche à 8 heures. La plupart des patrons utilisent cet argument pour faire partir des jeunes mères très facilement. Et eux, c'est vraiment des sourasses. Quand pendant un mois, tu fais venir une nounou à 6 heures ou que ton mec s'occupe du gamin tout seul jusqu'à 21 heures parce que tu es en fermeture, tu comprends vite que tu t'es trompé de combat et que bah, il faut que tu te casses parce que il y a déjà tout en train de péter chez toi. Et que toi, tu es en train de donner ton boule à une entreprise capitaliste plutôt qu'être auprès des tiens. Oui, je sais, le tableau est noir, mais je pense que je ferai un épisode sur comment on maltraite les porteuses de vie après la grossesse. Charlotte a les yeux qui brillent parce que les premières questions que tu lui as posées sont celles qu'elle voulait. Nounou ou crèche? Quelle heure? Le papa, il fait quoi dans la vie? Il peut s'en occuper comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre heureuse dans ton quotidien? Et là, tu sais que tu as gagné Charlotte et qu'elle va se donner pour toi. Il reste donc un dernier entretien et surprise, lui aussi n'est pas venu, mais franchement, tu es assez satisfait de ta fournée. Tu te retrouves avec 3 meufs en vente, tu sais pas si elles vont toutes rester, mais tu as déjà un petit peu moins de crotte au fiac. Ça, c'est le résultat de 90 CV. Alors, je sais, on dirait le casting d'un film humoristique Netflix pour gonzesse à l'américaine. La vieille, la jeune et la maman, une comédie déjantée pour toute la famille. Manque plus que le road trip en Australie pour souder les liens entre deux jugements de l'une sur l'autre et on a le prochain top 1 des films cette semaine. Mais franchement, c'est peut-être ta meilleure cuvée à ce jour. Là, t'es dans le synthé million du recrutement, tu vois. T'as déjà eu d'autres sessions de recrutement qui sont bien moins passées. Sur 100 CV, tu t'es retrouvé avec 2 entretiens qui sont venus et t'en as pris un par défaut qui a tenu 2 jours chez toi. Là, t'étais plutôt dans le merlot en cubi. Et là, on parle que des postes en vente, hein. Parce que si on attaque les productifs, hop, 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 mon pauvre, ton, ton sang ne fait qu'un tour. Trouver des boulangers aujourd'hui, c'est mission impossible. La plupart des recruteurs laissent leur annonce tourner à l'année. En fait, il se passe 2 choses. Soit tu as des Français qui postulent, ceux-là demandent des salaires exorbitants. En fait, ils pensent avoir tout compris à l'économie. Ils se disent que vu que leur poste est recherché, ils peuvent demander 4 000 € net par mois. Ouais, ouais, je vous assure, on m'a demandé plusieurs fois ce salaire et c'était surtout des jeunes boulangers. Allez, si vous le voulez bien, on va faire un petit calcul très rapide. Vous êtes prêts? Cette fois, je me transforme en professeur d'économie. Un boulanger va travailler 22 jours par mois environ. Si je lui demande de produire uniquement des baguettes vendues 1,20 €, il est capable, pesé, pétrin, division, cuisson et hygiène compris, de m'en faire 300 par jour. Si on vend ces 300 baguettes, ça nous rapportera donc multiplié par 1,20 €, 360 €. Fois 22 jours, 7 920 €. J'enlève à ces 7 920 € 10% de TVA. Il nous reste donc 7 128 €. À cela, je dois déduire ce que me coûte mon salarié. Et non, pas 4 000 €, imbécile. Tu as oublié les charges patronales. J'enlève donc 6 000 €. Ce qui nous laisse donc 1 128 € de profit. Mais je n'ai pas déduit les frais de fonctionnement de la boulangerie. Le loyer, l'eau et surtout l'électricité qui coûte extrêmement cher depuis 4 ans.
Je n'ai pas compté les congés payés. Je n'ai pas compté la médecine du travail. Je n'ai pas pris en compte sa future tendinite, parce que vous comprenez, 300 baguettes, c'est l'usine. Et oui, le jeune Français, il sort de CAP boulangerie du campus de la région, il est accro à TikTok et à Instagram et il pense qu'il va uniquement faire des créations, artisanales en forme de fleurs avec de la farine d'épeautre qui sera commercialisée 9 € pièce et que personne ne voudra acheter parce que c'est trop cher, parce que la baguette est déjà trop chère. Donc vous comprenez bien qu'après ces calculs, heu, que bien que je veuille donner 4 000 € net à un boulanger, ça me ferait plaisir, hein, je peux pas mathématiquement. Mathématiquement, je ne peux pas. Ah oui, j'oubliais, il faut aussi te loger, hein. Bon, je suis dur avec les Français, bien évidemment, ils sont pas tous comme ça, sinon on n'aurait plus personne pour faire du pain. Mais en tout cas, c'est une mode de demander des salaires indécents. Heureusement, il reste des types et même des nanas, car il y a des femmes boulangères exceptionnelles qui ont conscience des véritables salaires médians du secteur. Donc on peut s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on se les arrache. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes boulangers qui tournent. On se les refile. Ils font 2 ans chez toi, puis, ils feront 2 ans chez un autre et ils reviendront chez toi peut-être dans 4-5 ans et ainsi de suite. Et même si tu en trouves un qui veut bien rester et construire quelque chose avec toi, il sait qu'il a le pouvoir, donc il peut te chier dessus à n'importe quel moment. Cet exemple, c'est le même pour les chefs de cuisine. Vous pouvez faire un copier-coller. Cela dit, un restaurant qui se démerde bien peut dégager suffisamment d'argent pour rémunérer, bien grassement son chef avec du black, en plus et le droit de piller le bar à la fermeture. Oui, parce que c'est un alcoolo, hein, comme tous ceux qui travaillent dans la restauration d'ailleurs. C'est une blague bien évidemment, ils sont pas tous alcooliques. Le chef, c'est quand même la pierre angulaire du commerce. Mais pareil, il va quand même devoir se saigner pour j'en ai debout le restaurateur, hein. C'est pour ça qu'il fait du black, c'est pour ça qu'il fait passer les courses de la maison sur métro et très triste que l'économie parallèle des titres restaurants, se dématérialise. Dans tous les cas, retenez bien que même si on recrute des productifs et qu'on les paye bien, in fine, c'est votre addition, votre steak au boucher, votre bouquet de fleurs, votre baguette dont le coût va être impacté. Alors oui, il y a des tricheurs et des abuseurs, comme partout, mais majoritairement, les commerçants s'adaptent aux contraintes étatiques, pardon. Et donc, j'en reviens à mes boulangers. Il y a une deuxième catégorie qui postule depuis plusieurs années maintenant, ce sont les Noirs africains. Ce sont bien souvent des immigrés maliens, ivoiriens, guinéens, burkinabés, qui sont venus en France et qui, contrairement à d'autres immigrés, n'ont pas débarqué pour profiter du système et de la carte vitale, mais pour bosser. Les Noirs africains sont des putains de bosseurs. En tout cas pour ceux qui ne tournent pas mal et qui finissent pas par dire du shit. Les autres ont tout fait pour apprendre les rudiments de la langue française et trouver un apprentissage. Parce qu'ils sont venus très tôt généralement, hein. Ils respectent le pays. Ils sont extrêmement reconnaissants à l'État français ou à leur patron qui leur permet d'avoir un titre de séjour. J'ai rencontré des mecs qui savaient à peine parler français, mais qui faisaient tout pour garder leur emploi. On leur donne bien évidemment les mêmes conditions de travail qu'un autre, un salaire qui nous convient pour dégager de l'argent grâce à sa force de travail, donc pas 4 000 € net par mois, et un salaire qui lui permet d'avoir un logement après être passé par la case foyer, parce que c'est souvent ce qui se passe pour les Nord-Africains. Ils finissent, au foyer avant de pouvoir, mettre des sous de côté pour, espérer trouver un logement, plus décent et franchement, il y en a qui arrivent. Le seul bémol, si je puis dire, c'est que le malien, il pose 1 mois et demi de congé chaque année d'affilée, hein, pour retourner au bled. Donc pendant 1 mois et demi, tu le vois plus. Là-bas, c'est le roi du pétrole, son pouvoir d'achat, il est démesuré et il est heureux comme un prince. Mais quand il revient, il se rend bien compte aussi qu'il a de la chance d'être en France. Donc il apprécie encore plus. Il se donne encore plus. Il veut taper des heures sup. Son mois et demi de congé qu'il pose, bah, en fait, c'est pas cher payé par rapport à tout ce qu'il te donne à l'entrée, à l'année. Donc attention au discours sur l'immigration. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Oui, il y a des profiteurs, mais il y a aussi énormément de mecs et très peu de gonzesses, parce que c'est surtout les hommes qui immigrent, qui sauvent le cul des patrons français parce que plus personne ne veut récolter des vignes ou être boulanger ou plongeur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le savoir-faire se perd petit à petit pour 2 raisons. La première, c'est que ces métiers n'attirent plus. Les horaires sont trop contraignants pour la plupart des gens, bien que le rêve d'un boulanger ou d'une pâtissière, c'est de commencer le plus tôt possible pour être le plus tôt libre possible. Dans certains commerces, certains attaquent à 3 heures, 2 heures, minuit parfois. Pour la pâtisserie, c'est pas trop dérangeant puisque le produit tient naturellement dans la durée et parfois même meilleur le lendemain. Mais majoritairement, les produits sont mis en cellule de surgélation puis au congélateur. Pour le pain, c'est un autre problème. Des boulangers qui viennent à minuit et qui repartent à 8 heures, c'est pas si rare que ça.
Et il y a une grande partie des patrons qui, pour garder leurs salariés, les font tous venir en même temps et les font donc tous partir en même temps. Ça leur permet d'avoir une brigade, de pas les laisser seuls. Tu as plusieurs bénéfices à ça. Tu peux mieux les diriger et eux, ils passent un meilleur moment à bosser ensemble. C'est plus convivial. Problème, tout le pain est cuit le matin. Ce qui fait que ta baguette est crevée quand toi, tu l'achètes à 18 h en rentrant du boulot. Donc non seulement tu te tapes la boulangère qui est fanée parce qu'elle finit à 20 h, mais en plus du pain de merde. Et oui, contrairement à la légende, même une baguette tradition ne peut pas tenir plus de 6 heures. Elle est mangeable, hein, bien sûr, mais elle a durci. Et parfois même devenue spongieuse parce qu'elle a continué à se réchauffer avec 200 autres baguettes dans des racks où on les entasse pour laisser de la place dans le four. Et c'est pour ça que même dans des boulangers artisanales, vous avez du pain blanc de merde. Alors, déjà que le pain blanc, c'est pas génial pour la santé, mais en plus, s'il est pas bon, c'est la double peine. Et ça, les vieux, ils le savent, ils viennent tous entre 9 h et midi pour acheter leur baguette. Alors, il y aurait bien une solution à ça, que certains appliquent comme moi quand je bossais à l'époque, laisser un mec d'après-midi faire la cuisson des baguettes. Et il peut aussi s'occuper de plein d'autres manières, hein. Plaquer les viennoiseries du lendemain, s'occuper des levains et des pesées, des pains spéciaux pour le pétrissage suivant, faire de l'hygiène. En plus, franchement, sur des horaires cool, 10 h-18 h, tu peux dormir le matin et tu ta soirée libre. Des horaires de fonctionnaire, quoi. Bah, le rêve, non? Bah non, parce que la nature a horreur du vide. Les plus grandes entubes de boulangerie se font toujours quand ils sont seuls au turbin. J'ai mis 4 ans avant de trouver des bons gars qui me baisaient pas la gueule. On avait mis plein de choses en place pour que ça roule. On faisait des roulements dans la semaine. 3 jours du matin, 2 jours du soir, 2 jours de repos d'affilée. La même paix avec les heures de nuit quoi qu'il arrive. Même si tu avais pas fait toutes tes heures de nuit. Comme ça, on avait des boulangers heureux et du bon pain. Mais ça, c'est de plus en plus rare. Parce que s'occuper correctement des salariés, ça demande du temps et l'énergie. Alors attention, on trouvait quand même des croustades le lendemain, hein, faut pas déconner. Mais en tout cas, ça a été le système le plus efficace. Et au final, c'était pas tant le salaire, mais plutôt cette considération envers le salarié qui faisait qu'on s'en sortait. Et depuis le Covid, c'est un peu ce qui se passe, puisque les productifs se sont rendus compte qu'on pouvait non seulement être bien payé, mais arrêter de se faire chier avec des horaires de cinglés. Mais ça, je trouve ça normal. Il y a des solutions à trouver pour continuer à être ouvert jusqu'à 19 h 30 pour une boulangerie ou tard le soir pour un restaurant. Mais il faut qu'à un moment, les dirigeants, les patrons, mais aussi les salariés prennent conscience de ça. Il y en a une prise de conscience d'ailleurs, hein. Ça commence à venir dans les métiers de bouche, mais elle est lente, très lente. Rares sont les commerces français à pratiquer l'art du bon, le respect du produit, l'amour de la gastronomie, tout en maintenant leurs employés et en n'ayant pas un turnover indécent. C'est aussi pour ça que vous mangez moins bien au restaurant ou en boulangerie et qu'en plus vous êtes mal servi. Parce que l'équation, elle est de plus en plus difficile. Et si jamais vous avez et le service et la qualité, eh bien vous savez ce que ça signifie. Le prix. Bah oui, tu peux pas avoir tout, c'est impossible. Je vais pas rentrer dans le débat des charges patronales qui font que les gens ne veulent plus bosser parce qu'ils sont mal payés. En fait, c'est en train de devenir l'inverse. Vu que les patrons des métiers de bouche commencent à comprendre comment agir, ils tentent à mieux payer leurs salariés, même s'ils se font allumer la gueule derrière par l'État. Un responsable de boulangerie, ça palpe grave les copains. Un chef de cuisine, pareil. Alors oui, il y a des contraintes, mais il y a tellement peu de candidats que les dirigeants sont prêts à aligner en fait s'il y a un bon travail effectué de l'autre côté. Ce sont des métiers d'avenir et l'IA pourra pas les remplacer, ou du moins pas tout de suite. J'ai des amis qui gagnent très bien leur vie en restauration, même des serveurs un peu ambitieux. Des chefs de rang peuvent monter à 2 400 € net sans compter les pourboires. Les saisonniers, c'est encore pire. C'est une dinguerie même. Et c'est pour ça que ça commence à changer. En tout cas, c'est le cas dans la ville où j'habite, où je trouve que la qualité de restauration a nettement grimpé depuis 3-4 ans. Les salariés semblent plus heureux, on bouffe mieux. Par contre, il faut raquer. C'est le jeu. Je vous fais donc ma prédiction d'oracle pour conclure cet épisode. Il va y avoir une scission de plus en plus nette en ce qui concerne tout ce qui a trait au métier de bouche. D'un côté, vous allez avoir de plus en plus de cheap modèles, des vendeurs de pain qui n'ont pas l'appellation boulangerie car c'est de l'industriel, des fleuristes au rabais avec des fleurs qui fanent en 2 jours, des coiffeurs qui vous prendront 15 balles, mais vous aurez la même coupe que tout le monde, des restaurants où on vous servira du réchauffé livré par palette tôt le matin à l'abri des regards.
Pour tout ça, vous me direz, ça existe déjà. Mais je parle bien de scission, car sur l'autre spectre, l'artisanat au global va prendre une tangente où tout va devenir plus cher à cause des matières premières, du coût de l'énergie et de la masse salariale. Il ne va bientôt plus y avoir d'entre-deux pour les classes moyennes, car les commerces qui les visaient disparaîtront chaque jour un peu plus. On le voit déjà. L'artisanat français, qui devait être la base de notre économie pour tous, va devenir quelque chose de plus en plus difficile à atteindre pour le commun des Français. Non, notre gastronomie et notre artisanat ne sont pas morts, loin de là. Ils sont moins accessibles et se transforment. D'ailleurs, je pense que c'est une question aussi d'éducation vers nos enfants. Leur faire comprendre vers quoi tendre. Plus de qualité, moins de quantité. Mais ça sera le sujet du prochain épisode, je pense. L'évolution terrible de l'alimentation en France et même à l'échelle mondiale. Ça, les copains, pareil, il va falloir sortir nos enfants de la matrice parce que là, ils sont bien branchés. En tout cas, continuez à soutenir les artisans français, allez à la boucherie, allez chez le boulanger, chez la fleuriste, chez le traiteur et dans de vrais restaurants. Désinstallez vos applications Deliveroo et Uber Eats. Ce sont des logiciels, comme dans la matrice. Fin du premier épisode. Je voulais pas faire trop long pour ce coup d'essai. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à débattre aussi sur comment vous percevez nos métiers de bouche aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça. Mettez des likes pour donner de la visibilité au podcast, ça me motivera encore plus. Abonnez-vous pour les prochains épisodes et partagez aussi si ça vous a fait rire, si ça vous a interrogé ou si vous avez un collègue d'un métier de bouche ou autre ailleurs à qui ça fera bien marrer d'écouter ces analyses et qui, je le rappelle, n'engagent que moi et qui sont à visée humoristique. Bref, c'était Oracle. Pensez à bien prendre la pilule rouge. Vous pouvez maintenant sortir de la matrice.